Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte. Et comme la semaine dernière, on est en live, en direct pour l'enregistrement du podcast. Si vous souhaitez réagir, réaction à chaud, eh bien écoutez, n'hésitez pas. J'en profite toujours pour démarrer l'épisode avec un commentaire que vous avez pu potentiellement me laisser sur une des dernières vidéos. Du coup, j'en profite pour répondre ici à vos commentaires qui auraient pu être laissés. Par exemple, sur la dernière vidéo qu'on a eue ensemble. Donc, le dernier podcast qu'on a eu ensemble, c'était effectivement sur comment rester débutant. Ça, c'était le podcast de la semaine dernière. Pour vous qui écoutez ce podcast, c'était celui d'il y a 2 semaines, si vous l'écoutez au moment de sa sortie. Justement, il y a Anna qui nous disait qu'elle avait hâte de voir la série ou le retour de la Corée du Sud. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Aujourd'hui, sur l'épisode du jour, on va faire plusieurs choses. On va faire des actus perso du podcast. Voilà, je vous tiens un peu au jus de qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour l'automne ensemble. Et surtout, aujourd'hui, on va regarder 3 études scientifiques. Ça, on le fait à peu près tous les 2 mois ensemble. On regarde l'actualité scientifique, les trucs vraiment intéressants qui ont pu sortir et qui peuvent changer potentiellement vos pratiques. Aujourd'hui, parmi les sujets du jour qu'on va voir notamment sur ces études scientifiques récentes, on va voir 3 choses. La première, on va parler de pré-entraînement. Quoi prendre avant l'entraînement en nutrition. Numéro 2, on va regarder ensemble ce qui va être intéressant pour le travail de cardio potentiellement à côté de votre renforcement musculation. Qu'est-ce qui peut être intéressant de mettre en place? Est-ce qu'il faut mettre quelque chose en place? Numéro 3, on va regarder ensemble directement une optimisation. Là, c'est plus pour le recrutement, pour ceux qui le souhaitent, pour vos biceps, pour plus de résultats pour les biceps. Donc voilà, 3 études de cet été qui concernent ces sujets et que j'ai trouvé très intéressantes pour alimenter soit ce qu'on sait déjà, soit des nouvelles choses. Voilà, donc c'est parti pour l'épisode du jour. Premièrement, effectivement, Anna qui avait réagi, en fait, elle parle de Corée parce que j'en ai parlé dans le dernier podcast à la fin. Je retourne en Corée dans littéralement 15 jours. Au moment où cet épisode est publié de podcast, où vous l'écoutez peut-être, je suis en train de partir. Ou alors je viens d'arriver. Effectivement, je retourne en Corée du Sud presque 2 mois. Donc, je pars toujours en voyage travail. Ça va être, je pense, le dernier. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je pense pas en refaire d'ici peu. En fait, ça m'est arrivé de le faire, en tout cas, de partir, de travailler sur place et de continuer du coup les coachings, aussi de travailler en ligne à côté. Et par conséquent, d'en profiter pour visiter un pays et en même temps voyager. J'en profite pour faire aussi une pause de 2 semaines au milieu de ces semaines où j'en profite pour aller au Japon. Donc là, c'est cool. Ça, c'est la petite visite vacances au milieu de ce voyage. Bien sûr, je continue toujours de travailler dans cette période-là. Donc, je serai toujours avec vous sur le podcast. Il y en aura toujours. Ça ne s'arrête pas. Il y aura aussi d'autres contenus qui sont liés à ça, mais que je ferai plus sur TikTok, à mon avis, occasionnellement pour ceux qui souhaitent me suivre dans ces aventures-là. Je mettrai toujours des stories sur mon Insta, julien.bbr. Et voilà. Et en gros, ça, c'est pour la petite actualité de ce qui se passe, pour expliquer pourquoi Anna était un peu contente pour le retour de la Corée, parce qu'en fait, j'avais publié sur mon ancienne chaîne de vlog des vidéos que j'avais tournées en Corée du Sud. J'avais fait 6 vlogs thématiques, comme par exemple, j'en ai fait un sur la diète coréenne. Voilà, et je vous ai montré un peu à quoi ça ressemble, ce que mangent les Coréens, parce que les Coréens, ce niveau fitness, ils sont très calés. C'est très important chez eux. La santé, la beauté, c'est très important dans leur culture, et donc j'avais montré un petit peu tout ça, l'envers du décor, comment ils font, etc. Les salles de sport, à quoi ça ressemble là-bas. J'avais fait une vidéo là-dessus, bref, des thématiques, et du coup, je vais republier ces vidéos, on les remodifie avec des nouvelles intros, outro, Next Physique. Je les republie, ça serait un peu dommage de perdre ce travail. Donc je vous le remets sur cette chaîne parce que j'ai pu récupérer difficilement ces vidéos, mais je l'ai pu les avoir. Du coup, j'en profite pour les remettre. Et enfin, donc ça arrivera très 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 rapidement. On essaye d'en faire une par semaine. Donc à mon avis, à l'heure où vous écoutez ce podcast sur notre chaîne YouTube, sur Next Physique, il y a déjà une vidéo à mon avis qui est sortie. Peut-être 2, voilà, à voir, on va essayer de les publier une par semaine, comme ça vous pouvez rapidement rattraper le train, si vous voulez suivre en direct que je suis en Corée, parce que je ferai peut-être d'autres contenus sur place. Maintenant, je
pense pas être de retour dans le YouTube game, dans le sens où je publie les podcasts sur YouTube, je republie ça, mais est-ce que ça veut dire que je vais refaire des vlogs, tout ça? Je pense pas. Honnêtement, c'est déjà beaucoup, là. On est sur le podcast, on a les lives ensemble et tout ça, il y a Insta et tout. J'ai plus de vie après, sinon. Et honnêtement, en voyage, c'est beaucoup de stress. Donc, j'ai envie de profiter un peu maintenant quand je voyage et je pense plus faire ça. Surtout que ça marche pas non plus de fou. Donc, je pense pas m'embêter trop, juste vous les republie. Si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Après, si ça marche bien, peut-être que je m'y remettrai, mais si ça marche pas particulièrement, non, voilà. C'est pour la petite aparté YouTube. Ensuite, pour la pratique perso, comment ça va? Écoutez, j'en ai un peu marre dans mon évolution perso de bouger tout le temps. C'est un peu relou, mais effectivement, j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai commencé le CrossFit mi-juin. Je suis parti 4 semaines déjà au total. Je repars dans 2 semaines. C'est Bagdad mes progressions là. Je fais que d'essayer de revenir à mon niveau. C'est-à-dire que je perds, je remonte, parce que je pars tout le temps. Il est temps de s'arrêter. Et je pense que 2025, ça va être une sérieuse année de travail. J'ai hâte en tout cas, pour faire une belle programmation sur une certaine durée. Parce que là, c'est quand même un peu relou en termes de up and down. Et du coup, je peux pas vraiment programmer sur le long terme. Donc c'est un peu relou. Mais bon, écoutez, je vais pas me plaindre de voyager quand même. Ça reste quand même de très belles expériences. Je vais en profiter et après j'en profiterai pour ces nouveaux objectifs, ces nouveaux horizons. Donc effectivement, j'ai pas de grosses news à vous donner niveau progression parce qu'il y en a pas, je vais pas mentir. J'avance pas depuis 1 mois et demi à peu près. Je patauge un peu, j'apprends, je désapprends. Que sur les techniques, sur le physique, j'avance pas forcément parce que déjà c'est pas le but. Mais aussi parce que je suis plutôt en train de me battre pour ne pas perdre. En vérité, la réalité elle est là, hein. Parce que je fais que de bouger. Donc un peu compliqué. Bien. Ça c'est pour les petites news au niveau physique. Pour les news voyage, on l'a vu ensemble. Et pour le podcast, du coup, effectivement, on aura les vlogs. Mais on aura toujours les épisodes comme on le fait ce mois-ci. Avec 3 épisodes au mois d'octobre. Là, ici, c'est le dernier épisode qu'on aura au mois de septembre. Donc, pour ceux qui l'écoutent en direct, c'est maintenant. Mais pour ceux qui l'auront à l'heure du podcast, ce sera pour la fin du mois. Donc, aujourd'hui, notre gros sujet, parce que c'est un épisode pour le mois gros sujet, c'est nos 3 études. Donc, nos 3 études actuelles qui sont soit quasiment parues, soit ont déjà été publiés cet été. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas encore été conclus, bien que les résultats ne devraient pas trop changer, ne devraient pas trop diverger de la situation. Donc, effectivement, on a ces 3 études. Je reviens dessus. Et donc, on a notre première étude. Je vais aller dans l'ordre, à mon avis, dans le sens où ça vous intéresse le plus, pour le plus de monde, et ensuite, on va aller plus dans le détail. Donc, la première... c'est une étude qui a été pré-imprimée, donc on est à l'étape avant la publication. Et sur cette partie-là, du coup, ce qui nous intéresse, c'est le pré-entraînement. Donc, est-ce qu'on a besoin de glucides avant l'entraînement ou pas? C'est ça la question. Aujourd'hui, au niveau du consensus scientifique, on sait que globalement, pour un entraînement de type force, un entraînement de type renforcement, c'est pas nécessaire. Dans le sens où on a pu voir à de nombreuses reprises que un apport en protéines, ça peut suffire. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on valide la théorie ou pas? Donc notre étude du jour, elle concerne un groupe d'haltérophiles, de personnes qui sont bien entraînées, haltérophiles, pratiquants en force bien entraînés, qui réalisaient du coup leur entraînement à plusieurs reprises, donc on a eu plusieurs tests, et qui consommaient à chaque fois un shake différent au petit déjeuner. D'accord? Donc on est sur un pré-training du matin, pour pas y aller à jeun. Si ça vous intéresse, j'ai fait un podcast d'ailleurs là-dessus, il y a plusieurs mois sur les entraînements à jeun, pourquoi c'est une mauvaise idée pour vos résultats. Donc, on a effectivement ces apports qui étaient soit de 1,2 g par kilo de poids de corps, donc pauvre en matière grasse, soit pauvre en glucides avec 0,3 g par kilo de poids de corps, donc plutôt riche en matière grasse, avec le même apport calorique dans tous les cas, et protéines pareil que le repas riche en glucides. On n'a pas changé les protes dans tous les cas. Et une troisième situation avec placebo, donc pratiquement 0 cal. On a juste ajusté le goût, la texture pour que ça corresponde aux autres repas. Voilà.
Donc on avait la question de est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc le contenu du pré-entraînement, il n'a pas eu d'effet significatif sur les résultats en termes de répétition pour les pratiquants qui ont pu effectuer chaque exercice sur leur entraînement global. Déjà on est là-dessus. Donc c'est déjà intéressant qu'on ait pu trouver qu'il n'y ait pas eu vraiment d'effet de glucides pré-entraînement sur la performance dans la majorité des études. Et ça aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose à remettre un peu au goût du jour, parce que il y a beaucoup de marques qui en profitent, qui republient et qui vendent des produits sous différentes formes, hein, que ce soit des bonbons ou des boissons pré-training, intra-training. Aujourd'hui, on sait que ça revient à la mode. Du coup, parfois, un petit coup de science, ça peut un peu aider. Et les effets des glucides, en fait, dans les meilleures études, ils disparaissent. On a plusieurs études sur le sujet qui montrent que c'est pas le cas, c'est pas super utile d'en apporter, en tout cas beaucoup avant l'entraînement. Et en fait, c'est surtout dans le cadre d'un entraînement de type force qu'on va regarder ça. Donc, on n'a pas spécialement besoin de glucides avant une séance. La musculation, déjà, le renforcement, ça brûle pas autant de glucides que ça, hein. Généralement, franchement, déjà pour aller à 20, 30, 40% du glycogène stocké, il faut y aller. C'est compliqué de brûler autant. Et aujourd'hui, même si vos muscles ils comptent sur ce glycogène stocké, on n'utilise pas vraiment, très peu, le glucose dans le sang sur le dernier repas. Donc finalement, le pré-training, s'il ajuste ses protes, ça suffit largement. Et je le fais, moi, depuis de très nombreuses années. Quand je vais m'entraîner le matin, j'apporte que des protes, quoi. C'est soit un shaker, soit un yaourt, soit un mélange yaourt plus whey à l'intérieur. Et j'apporte ça, du coup, sur le pré-entraînement. Et ensuite, il y a le training. Et maintenant, c'est devenu ma routine, puisque maintenant, je m'entraîne le matin et parfois le soir, CrossFit. Donc, du coup, effectivement, dans ces situations-là, c'est parfait. Et finalement, les glucides, c'est plus à rajouter selon un entraînement qui peut être intensément long dans certaines situations ou variable, c'est-à-dire, finalement, c'est pas que du renforcement. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pas encore publié, mais il y a peu de chances que ça change beaucoup en termes de résultats. Donc, on est plutôt à pas vraiment de nécessité avant l'entraînement d'apporter ça. En tout cas, c'est plutôt une question de goût finalement, d'appréciation personnelle. Voilà. Donc pour ceux qui s'inquiétaient peut-être des fois de devoir manger beaucoup avant l'entraînement, non, juste un shaker, ça peut suffire. Ensuite, notre deuxième étude. Donc là, ici, on était côté nutrition. On a pu regarder effectivement ce côté nutrition. Maintenant, la deuxième étude qui nous intéresse, c'est concernant le cardio et le renforcement. Est-ce que vous avez besoin, en termes de santé, de rajouter du cardio? Est-ce que votre entraînement de renforcement musculation peut suffire sur cette thématique-là? Alors j'ai vu déjà pas mal d'élèves s'inquiéter sur ce sujet, des coachés qui s'inquiètent de ça, des questions sur Insta qui reviennent de temps en temps, et c'est compréhensible parce qu'on fait ces sports pour à la base être en bonne santé. Et si on se retrouve avec une thématique plutôt importante quand même, le cardiovasculaire, qui ne fonctionne pas ou est insuffisamment travaillé, c'est pas vraiment ce qu'on recherchait à la base. Pour beaucoup, parfois on recherche l'esthétisme, on recherche à aller mieux, se sentir mieux dans sa peau, mais globalement, l'idée, ça reste toujours d'être en bonne santé pour toujours aller bien sur le long terme. Et du coup, sur ce point-là, on peut se questionner. Finalement, on est sur un sport qui recrute nos groupes musculaires. Est-ce qu'on recrute bien, par contre, notre système cardiovasculaire, ou en tout cas suffisamment pour le côté santé? Alors, on le sait, il y a des entraînements qui sont spécifiques à ça, c'est ce qu'on appelle plutôt le cardio, les entraînements d'endurance, qui, eux, présentent des avantages qui sont puissants, qui sont certainement plus puissants que la musculation ou le renforcement pour la santé cardiovasculaire, bien que la musculation stimule et a des bénéfices sur la santé cardiovasculaire. Donc je vous remettrai bien sûr tous les liens d'études, comme d'habitude, en description du podcast une fois publié, je vous remets tous les sujets. J'avais fait un article il y a... Ouais, ça remonte un peu, hein. J'écrivais des articles avant. Donc ça faisait il y a 4-5 ans que j'avais écrit un article sur le cardiovasculaire et la musculation, avec une magnifique étude dès l'époque, mais bon, l'époque c'est pas si vieux que ça finalement, côté scientifique. Et ça suffisait largement. Mais aujourd'hui, l'étude du jour, et là où je veux en venir, c'est qu'on a pu déterminer si le squat,
c'est un exercice suffisant pour le cardio. Est-ce que finalement, si on ajoute du squat dans ces séances, alors on aurait pu très bien regarder autre chose, mais voilà, on regarde des exercices classiques souvent lorsqu'on fait des études. Et donc le squat, c'est quand même un exercice classique de bas du corps. Donc finalement, est-ce que notre rythme cardiaque, notre respiration est bien travaillée lorsque l'on fait un squat? Donc on a pu regarder ça directement avec rythme cardiaque et respiration sur cet entraînement. Donc on le sait, le squat, avec pas mal de répétitions, ça peut être un peu exigeant. Si vous êtes passé par là, vous devez savoir que ça peut être un peu taxant. Alors le squat ou des fentes ou autre, bien sûr. Donc on a eu un groupe d'hommes du coup qui était avec un niveau assez sérieux quand même sur le niveau d'études, qui a réalisé des séries donc 5 séries de 10 squats complets à 65% de leur 1RM. Donc des séries de 10 x 5, 5 séries de 10 reps à 65% du 1RM. Et en gros, c'est un entraînement à peu près similaire à, si vous voulez regarder sur le net, c'est Boring But Big ou Modified German Volume Training, donc les trainings de volume allemands. C'est des techniques qui peuvent être intéressantes, je trouve que c'est intéressant de regarder pour en savoir un peu plus. Mais du coup, effectivement, ce qui est intéressant de regarder ici, c'est que la demande en oxygène sur cet entraînement était en réalité extrêmement élevée. On atteignait ici 100% du VO2 max chez les pratiquants les plus forts et 94% pour les pratiquants les plus faibles. C'est pas mal. Les lifters les plus forts produisaient des volumes de travail plus élevés et généralement avaient du coup plus de masse musculaire à alimenter, ce qui demande du coup un peu plus d'efforts, et ce qui augmente en conséquence les exigences au niveau du système cardio-respiratoire. C'est-à-dire que oui, effectivement, un individu qui est plus musclé devra fournir plus d'efforts parce qu'il aura plus à alimenter pour ces niveaux-là. Donc on peut se dire parfois que oui, mais si on avait pris des individus peu musclés, finalement, est-ce qu'on aurait eu les mêmes résultats? Est-ce que justement on n'aurait pu pas démontrer de meilleurs niveaux? En fait, déjà 100% c'est pas mal. Mais ensuite, ce qui est sympa de regarder, c'est que en fait, oui, effectivement, cette masse musculaire, elle implique d'apporter de l'oxygène. Donc c'est intéressant de noter que les niveaux de VO2 max, de VO2 par rapport à la VO2 max et le rythme cardiaque plus élevé par rapport à un rythme cardiaque de manière générale bien travaillé, ça a pas mal montré ces résultats et montré que plusieurs séries d'exercices de résistance peuvent être considérées comme une activité cardiovasculaire vigoureuse ou de haute intensité. Donc on peut le dire, faire des séries de 10 répétitions ou plus au squat, c'est du cardio. Ça, c'est en tout cas l'étude, ce qu'elle démontre, c'est ça, c'est qu'on est vraiment dans du cardio lorsqu'on fait des séries comme ça pour le bas du corps, avec un bon niveau d'intensité. Je pense que nos étudiés ici présents avaient quand même un certain niveau d'effort, donc je pense que la proximité à l'échec était quand même intéressante. Je pense qu'ils ne se touchaient pas les petits gars sur leur squat. Donc oui, effectivement, on est dans une situation de cardio. Maintenant, du coup, on sait que, évidemment, ces niveaux d'effort vont être plus corrélés au type d'entraînement. Qu'est-ce qui est programmé? Est-ce qu'il y a des séances bas du corps? Parce qu'on le sait, la dépense calorique, elle est bien augmentée en moyenne s'il y a plus de bas du corps dans un programme. Et oui, le cardio sera sympathiquement travaillé. Ça suffira, avec des séances de renforcement, de musculation, d'avoir un cardio suffisamment travaillé côté santé. Bien sûr, pour être une bête au niveau cardiovasculaire, il faudra faire plus que ça. Mais si vous vous posiez la question de savoir si vous travaillez souvent en musculation ou en renforcement, et vous faites souvent effectivement des exercices complets, avec du bas du corps, du cardiovasculaire, suffisamment travaillé via des exercices polyarticulaires, donc qui recrutent plusieurs muscles, alors oui, votre cardio est suffisamment travaillé. Tout va bien. Bien sûr, je ne dis pas que vous n'aurez pas des bénéfices supplémentaires sur votre système cardiovasculaire si vous faites autre chose à côté, évidemment. Et je vais pas vous mentir non plus que depuis que je suis au CrossFit, j'ai pris un peu de tarif sur les WOD qui demandent un peu de cardio, ou en tout cas du cardio plus long, parce que c'est sympathique, mais c'est adaptatif. C'est-à-dire qu'on est bon, on est spécifiquement bon dans ce qu'on travaille régulièrement. Évidemment que si aujourd'hui vous m'emmenez faire un run de 30 minutes, je vais être en PLS. Parce que c'est pas la même façon de faire 10 séries de squats. On est d'accord. Donc, il y a la spécificité qu'il faut pas oublier. Et après, en termes bruts et de recrutement, effectivement, de votre système cardiovasculaire, ça suffit. Voilà.
Donc, sympathique de savoir ça quand même, qui confirme un peu nos théories, et puis les études précédentes. Donc, si vous souhaitez optimiser votre système cardiovasculaire, cardio-respiratoire, ben, en vrai, l'idée c'est de faire un entraînement qui soit suffisamment complet et des séries plus longues. Parce que si on est sur du plus court, évidemment, on va pas aller vraiment taper là-dessus. Si vous entraînez que sur du 3, 5, 6 RM toute la semaine, en gros que du powerlift, on ne pourra pas vraiment considérer ça comme du cardio de temps en temps. Et évidemment, du coup, ça marche aussi dans le sens inverse. On peut se dire aussi que les powerlifters, finalement, quand ils râlent parce qu'ils disent que faire 10 répétitions au squat, c'est du cardio, ben en fait, ils avaient raison. Donc voilà. Tout le monde a raison. Super. Hein. On est tous contents de cette étude. C'est génial. Notre dernière étude, par contre, elle est plus spécifique. Donc la dernière étude dont on va discuter aujourd'hui, c'est pareil, c'est une nouvelle étude. On n'est pas encore en clôture sur le sujet. On attendra les résultats finaux pour savoir vraiment si c'est le cas ou pas. Mais elle est extrêmement intéressante parce qu'elle montre que 2 exercices à l'ancienne fonctionnent très bien. Et aujourd'hui, on va parler des biceps sur cette étude. On va parler des biceps du coup avec le curl au pupitre. C'est vieux ça, hein. Le curl au pupitre, il n'y a plus grand monde qui le fait. Et les curls inclinés à l'haltère, ça il y a encore du monde qui le fait. Alors le curl au pupitre, vous avez effectivement ce banc, vous allez vous pencher en avant, vous allez avoir vos coudes qui sont bloqués contre le banc, et ensuite vous allez ramener vos haltères, ou votre barre. Souvent c'est une barre EZ qu'on utilise sur ces bancs. Le curl incliné, vous allez incliner un banc, et vous allez ensuite remonter votre curl jusqu'en haut, voilà, clôture avec une inclinaison entre 30 et 45 degrés en général sur le banc, voire 15-20 degrés pour certains. Et ici, ce qui est intéressant sur notre étude du jour, c'est qu'on va regarder du coup effectivement le recrutement sur nos fléchisseurs du coude, donc sur le biceps brachial, le brachialis et le brachioradialis. Donc on a un groupe de personnes qui étaient non entraînées, ici, qui a effectué le même programme pour chaque exercice, avec un bras pour chaque exercice, de sorte à ce que chacun ait son propre témoin. Donc, on avait 12 semaines dans le cadre de cette étude. Les curls inclinés ont entraîné une plus grande croissance du biceps, tandis que les curls au pupitre ont davantage développé le brachialis et le brachioradialis, d'après les scans à l'IRM. Les curls au pupitre sollicitent davantage les fléchisseurs du coude à de longueurs plus importantes, ou subissent la plus grande tension active et passive, ce qui explique du coup une croissance qui est plus importante dans ces muscles. Mais ce qui est un peu étonnant dans notre situation ici, c'est qu'il y a une plus grande croissance des biceps avec les curls inclinés. C'est un exercice qui a été un peu abandonné, comme le curl au pupitre d'ailleurs, puisqu'on s'imaginait que ça n'avait pas forcément un intérêt par rapport à aujourd'hui un travail qui peut être fait sur d'autres exercices. Et certes, on a des curls inclinés qui étirent les biceps au niveau de l'épaule, mais il y a une tension qui est pas ouf en bas du mouvement. Si vous vous posez sur votre curl incliné, vous mettez sur votre banc, ça pendouille, il ne se passe pas grand-chose. Et si votre bras est à la verticale, en haut, le bras de levier, il est nul. Donc on a 2 positions, effectivement, où on peut se dire, pas fou. C'est pareil d'ailleurs sur d'autres exercices comme le hip thrust, finalement, où on n'a pas un étirement incroyable, et finalement, à l'étude, les résultats sont super intéressants. Donc finalement, on a encore des choses à apprendre. Et cette étude, du coup, elle ressemble à une étude similaire qui avait montré que les curls inclinés et les curls au pupitre étaient également efficaces pour les fléchisseurs du coude, qui montrait effectivement qu'on avait l'épaisseur du muscle bien travaillée, donc sur le brachial et mesuré par écho, et en fait, ça favorisait même les curls au pupitre. Exercice quand même, je le répète, hein, qui est quand même un peu oublié et qui a tendance à être mis à la poubelle parce que ça fait années 60. Finalement, ça marche plutôt pas mal. Mais on a la majeure partie de cette croissance supplémentaire qui se situait près du coude, qui pourrait provenir effectivement du brachialis que l'IRM peut distinguer, mais pas l'écho. Donc déjà, on a un changement de méthode qui peut être intéressant pour une meilleure conclusion. Donc bref, à voir. On se tiendra au courant des résultats qui seront publiés. Mais actuellement, on peut dire qu'il y a des bons résultats sur ces 2 exercices qui avaient été un peu mis de côté. Alors ça peut être intéressant de réfléchir effectivement à retravailler au pupitre un petit peu à côté. Ça peut être effectivement intéressant de réfléchir à ça pour le recrutement sur ces groupes musculaires-là, de se dire, voilà, une petite série
au preacher curl, donc curl pupitre. Ça peut être intéressant de temps en temps de rajouter ça en survolume à côté d'un exercice complet. Alors moi j'utilise toujours ça. Et je vais pas vous mentir, hein, moi je vais continuer d'utiliser cet exercice-là. C'est-à-dire que de base, mon tour de biceps, quand j'ai commencé à m'entraîner et à le mesurer surtout, je reviens de loin. Hein. J'étais à 28,5 en tour de biceps lorsque j'ai commencé à les mesurer. Donc très certainement qu'au début de ma progression, il y a à peu près 8-10 ans, je devais avoir 23-24 cm de biceps. Pas énorme hein, pour un mec. Hein. Et aujourd'hui, à mon meilleur niveau, j'ai atteint les 40 cm. Donc une progression quand même sympathique, mais du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai continué d'utiliser bien sûr des exercices complets comme le Bayesian Curl, que aujourd'hui je trouve excellent pour un bon positionnement, une belle courbe de force, une belle tension sur les biceps. Et ça, je l'utilise toujours depuis plus de 6 ans maintenant, 6-7 ans. 2 fois par semaine avec 2 positionnements, donc un simple en curl bayésian et un marteau où effectivement du coup je vais pouvoir varier la position et potentiellement le recrutement de ces portions de biceps. Et effectivement ensuite j'ai continué d'utiliser le curl incliné en fait tout simplement par bonne sensation et belle portion d'étirement que je trouve quand même sur cette partie centrale du coup au final qui peut répondre à nos problématiques. Peut-être que j'aurais dû mettre plus de pupitres, mais en attendant, la preuve sont là que ça a quand même fait de bons résultats. Donc, assez sympathique, je pense que je vais continuer à l'utiliser. Le curl pupitre, je me rappelle, je l'ai fait qu'au début de ma progression, c'était vraiment pas agréable. Mais finalement, est-ce que finalement je ne rajouterai pas à nouveau du curl pupitre? À réfléchir. Ça peut se faire en vrai, ça peut se faire. Mais bon, on peut pas tout faire dans la semaine. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut être intéressant. Voilà. Donc en tout cas, se rajouter une portion de pupitre ou une portion d'incliné dans la semaine, ça peut être intéressant à méditer, à surveiller. On verra les résultats dans le futur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment d'exercice qu'on met toujours continuellement à la poubelle. Parce que on peut même revenir dessus comme notre cher curl pupitre, après tant d'années où on a favorisé l'exercice au câble et mis en avant que cela. Donc à surveiller. Voilà pour nos 3 études du jour. Écoutez, merci pour votre écoute à nouveau sur cet épisode. J'espère vous avoir apporté des informations très intéressantes sur à la fois les pré-trainings, sur les biceps et du coup, comme on le disait, sur le cardio. J'espère avoir répondu à des questions intéressantes pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'aider en retour. Comme d'habitude, je vous laisse le liker, le commenter, ce podcast. À nouveau, bien sûr, c'est ce qui permet de le faire vivre, de nous aider et à nouveau de pouvoir vous aider sur de nouveaux épisodes. Merci pour votre écoute. À la prochaine pour un nouvel épisode. C'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Trainings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.